Le 15 juin, le centre correctionnel du comté d'Essex, à New York, a annoncé que Casanova avait été impliqué dans une altercation qui l'avait laissé avec une profonde coupure au visage. On peut dire que la vie du rappeur derrière les barreaux n'a pas été des plus faciles. Est-il victime de brimades en prison? Restez dans les parages pour tout savoir sur la vie de Casanova en prison. La vie avant le RICO. L'ascension de Casanova vers la célébrité ne peut être comparée à celle de quiconque dans l'industrie. Dans une interview accordée à Vlad TV, il a révélé qu'il ne lui avait fallu que 5 mois de rap pour devenir une star. La vie du rappeur a été pleine de hauts et de bas, et il doit remercier sa bonne étoile. Cependant, même s'il a été béni par une carrière de rappeur, il a continué à pousser sa chance. Et comme nous le verrons plus tard, il a peut-être poussé sa chance un peu trop loin. Comme le dit le proverbe, si vous poussez votre chance, elle vous le rendra. Alors que le rappeur risque actuellement 15 ans de prison, il est intéressant de voir comment Casanova en est arrivé là et quelle a été sa vie en prison. La plupart des criminels sont contraints de s'engager dans des activités criminelles parce qu'ils ont besoin d'argent. Ce n'était pas le cas du jeune Caswell Senior, alias Casanova. Le rappeur est né et a grandi à Brooklyn, dans l'État de New York. Il a notamment grandi à Flatbush, un quartier de l'arrondissement new-yorkais de Brooklyn. Selon lui, il est né dans une bonne famille où ses parents gagnaient suffisamment d'argent pour lui acheter tout ce dont il avait besoin. Cependant, à l'âge de 11 ans seulement, Casanova a commencé à voler des gens à New York. Alors que la plupart des voleurs décrivent leurs actes comme horribles mais nécessaires, Casanova a un point de vue différent et bizarre sur le fait de voler des gens à un si jeune âge. Dans une interview accordée à VLA TV, le rappeur a décrit le fait de voler des gens comme étant amusant. Selon lui, l'une des rares choses qu'il considérait comme amusantes et qui lui apportait de la joie était de se mettre dans des situations dangereuses. Il aimait les ennuis. Casanova a été une menace dès son plus jeune âge. Qu'il s'agisse de jeter des œufs sur les gens à Halloween ou de voler des fleurs à des hommes d'affaires à la Saint-Valentin, il n'avait aucun remords pour ses actes. Casanova était vraiment un produit de son environnement. Le fait d'avoir grandi dans le quartier a eu une grande influence sur lui, en particulier dans ses premières années. Comme il l'a révélé dans de nombreuses interviews, il a été très affecté par la pression de ses pairs pendant son enfance dans le quartier. On peut dire sans risque de se tromper que dans ce quartier, la pression des pairs n'incite pas vraiment les jeunes hommes noirs à faire des choses positives. En fait, Casanova a révélé que les choses positives étaient mal vues. Les garçons qui avaient des A à l'école étaient brutalement moqués, car ils faisaient exprès de rater leurs examens pour s'intégrer. Aller en classe, c'était pour les perdants. Au contraire, manquer les cours, jouer aux dés et aux jeux d'argent, c'était cool. Cette mentalité a caractérisé l'enfance de Casanova et il n'est pas surprenant qu'il ait abandonné l'école en 8e année. Selon lui, la chose la plus importante pour l'enfant moyen du quartier était d'être cool et d'être accepté par les autres enfants. Le seul moyen de se faire accepter était de se faire une réputation dans la rue, ce qu'il faisait en se livrant à des activités malveillantes comme le vol de personnes. Casanova a également révélé dans des interviews que même si sa mère lui procurait tout ce dont il avait besoin, il était toujours jaloux de ses amis qui obtenaient leurs affaires en volant des gens. Au début, les activités criminelles de Casanova sont légères. Depuis qu'il est enfant, il vole surtout des chaussures neuves. Lui et ses amis s'attendaient à l'extérieur des magasins de chaussures que les gens achètent des baskets. Dès qu'une personne de leur pointure sortait du magasin, il courait lui voler ses chaussures. Sa mère se méfiait du nombre de chaussures que possédait son fils, alors qu'il n'avait ni travail ni argent. Cependant, Casanova avait toujours une bonne explication qui effaçait les soupçons de sa mère. Il mentait en disant que ses riches amis lui avaient donné les chaussures. Il a ensuite commencé à cambrioler des magasins. Casanova et ses amis entrèrent dans les magasins, volaient les articles et s'enfuyaient. Cependant, en vieillissant, les délits n'étaient plus aussi amusants et ne lui donnaient plus le même plaisir et la même crédibilité qu'avant, et il a été obligé de passer au niveau supérieur. Casanova passa bientôt du vol à l'arraché au vol d'argent en sautant sur les gens la nuit. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne tombe sur les flics. 1 an seulement après être devenu un criminel, il s'est fait prendre. Cependant, il n'a jamais été envoyé en prison, car il n'y a jamais eu de preuves convaincantes que le jeune homme de 12 ans avait volé quelqu'un. C'est pourquoi il a toujours été relâché et, lorsqu'il est rentré chez lui, les autres enfants l'ont encore plus respecté. Au lieu d'apprendre sa leçon, il s'est senti encore plus motivé par le fait de ne pas être enfermé après avoir été arrêté par les flics. Et c'est ainsi qu'il a continué à commettre des vols. Cependant, il ne tarde pas à se faire enfermer et, à l'âge de 13 ans, il est finalement pris et envoyé en détention juvénile. Ce sera la première des nombreuses fois où Casanova se retrouvera derrière les barreaux. Pour beaucoup de gens, un petit séjour en prison semble les détourner rapidement du crime. Pour Casanova, cela a eu l'effet inverse. Cela lui a donné envie de commettre d'autres crimes. Selon lui, même la prison était amusante. Bien qu'il ait mentionné dans des interviews que ce qu'il a vécu en prison n'était pas vraiment amusant, il était accro à l'attention et à la réputation qu'il obtenait en allant en prison. C'est également en prison qu'il s'est endurci davantage.
Pendant sa détention juvénile, Casanova a révélé qu'il était forcé de se battre pour les choses les plus élémentaires, comme des biscuits. Comme dans la plupart des prisons, il y avait des brutes en prison, et Casanova était obligé de survivre en se battant. Pendant qu'il était enfermé, les agents correctionnels organisaient même des soirées de combat où les enfants se battaient entre eux. Comme nous le verrons, cela s'est avéré utile plus tard dans sa vie, lorsqu'il a été placé dans une prison pour adultes. Casanova a participé à tant de bagarres que même les brutes en détention juvénile ont commencé à le respecter. On le prenait souvent pour un creep alors qu'il n'avait pas encore commencé à faire du gangbanging. C'est là que sa vie dans les gangs a commencé, lorsqu'il a été enrôlé dans le gang des Bloods. Il s'est tellement impliqué dans le mode de vie des gangs que lorsqu'il en est sorti, il était à un moment donné le plus grand gangster de Flatbush. Cependant, ce n'est pas parce qu'il était un dur à cuire comme il l'était en prison, qu'il était le chef de file, mais parce qu'il devait travailler pour son gang. Qu'il s'agisse de tirer sur des ops ou de commettre des vols, il était toujours prêt à se surpasser. À cette époque, certains de ses amis ne voulaient même pas se joindre à lui dans ses escapades dangereuses, car ils pensaient qu'il repoussait les limites. Mais il s'en moque. C'est la vie à laquelle il s'est habitué, et il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible pour lui. L'adolescence de Casanova se caractérise par des vols et des allers-retours en prison. Il était si audacieux qu'il commettait ses crimes sans porter de masque. La vie derrière les barreaux et les horreurs dont il a été témoin en prison l'ont-ils transformé en un monstre sans cœur qui ne se soucie pas de savoir s'il a été pris ou non? Ou bien aimait-il simplement la poussée d'adrénaline qu'il ressentait en faisant des choses dangereuses? Une chose est sûre, Casanova est devenu plus audacieux et plus créatif dans ses activités criminelles. Il volait des gens sans masque et prenait des photos avec eux lorsqu'il les rencontrait dans des clubs. Il téléchargeait ensuite les photos sur les médias sociaux. Si beaucoup pensent qu'il s'agit d'un simple casse-cou, cela fait en réalité partie de son plan pour éviter les ennuis avec les flics. Il s'agissait également de semer la confusion dans l'esprit du public. Il était difficile pour quiconque de l'accuser de les avoir volés alors qu'ils avaient publié des photos ensemble sur Instagram. Personne ne les aurait cru. En fait, tout accusateur serait considéré comme un menteur jaloux qui ne cherchait qu'à ternir le nom de Casanova. Une façon plutôt géniale d'éviter les ennuis. Cependant, il allait bientôt découvrir qu'il n'était pas le plus intelligent des enfants du quartier. Il l'a appris à ses dépens après avoir cambriolé un magasin d'encaissement de chèques avec son ami, alors qu'il n'avait que 19 ans. À sa grande surprise, Casanova a révélé qu'il s'agissait des endroits les plus faciles à cambrioler, ce qui l'a même choqué. À cette époque, il avait déjà commencé à utiliser des armes à feu pour ses braquages. Mais les magasins d'encaissement de chèques étaient toujours équipés de lunettes pare-balles. Cependant, nous savons tous que lorsqu'une arme est pointée sur vous, il n'y a pas de risque à prendre. Il suffit de donner aux voleurs ce qu'ils veulent et de rester en vie. Ce jour-là, Casanova a eu de la chance, car le caissier lui a rapidement donné tout l'argent du magasin. Les deux hommes sont sortis du magasin 7 500 $ plus riches. Pour beaucoup de gens, cela représente très peu d'argent. Cependant, il est important de se rappeler que Casanova était un adolescent qui vivait encore chez ses parents. Il n'avait pas de factures à payer et tout son argent était dépensé en chaussures, vêtements et boissons au club. Pour eux, 7 500 $, c'était beaucoup d'argent. Les deux hommes se sont enfuis en courant, leur butin encore dans les mains. La petite amie de Casanova habitait à un pâté de maison et demi de là. L'argent s'envolant des mains, les deux hommes se sont précipités vers la maison de sa petite amie. Les passants ont pu voir les deux voleurs sortir du magasin en courant avec une arme et de l'argent. Et lorsque les policiers ont été appelés sur les lieux, il n'a pas été difficile de déterminer où les deux voleurs s'étaient réfugiés. Alors qu'ils se prélassaient dans le berceau, des flics ont encerclé l'immeuble. Alors qu'ils planifiaient la façon de dépenser leur argent, on a frappé à la porte et Casanova, 19 ans, a su que son rendez-vous avec la police de New York était arrivé. Avant de se faire arrêter, il a eu la brillante idée de jeter son arme par la fenêtre, ce qu'a fait l'un des policiers. Un autre facteur qui a pu contribuer aux habitudes criminelles de Casanova est sa mère. Sa mère avait de l'argent et elle payait toujours la caution de son fils. Même si nous savons tous que les mères veulent du bien à leurs enfants, Casanova savait qu'il ne pourrait pas rester enfermé longtemps, car sa caution serait toujours payée. Cependant, il est important de noter que sa mère ne savait pas que son fils était un criminel. Selon elle, son fils était innocent. Tous ses besoins étaient satisfaits, et nous savons que l'amour d'une mère peut la rendre aveugle aux mauvaises habitudes de son enfant. Casanova a toujours su lui mentir et s'en sortir. Comme d'habitude, après l'arrestation des deux hommes, il a été libéré sous caution et est retourné dans la rue pour faire ce qu'il savait faire de mieux, voler les gens. Cependant, Casanova ne savait pas que son ami l'avait vendu. Il s'avère que son co-accusé avait conclu un accord avec les flics, en vertu duquel il ne serait soumis qu'à 6 mois de mise à l'épreuve, tandis que Casanova resterait derrière les barreaux pendant 8 ans. Lors de son dernier vol d'encaissement de chèques, le partenaire de Casanova s'est retrouvé accidentellement enfermé dans le magasin alors qu'il tentait de voler un coffre-fort. Heureusement, Casanova était déjà loin lorsque les propriétaires du magasin ont passé son ami à tabac. 3 jours seulement après ce vol, sa caution pour l'affaire précédente a été révoquée.
Il a ensuite été arrêté alors qu'il assistait à une audience au tribunal. Il devait savoir qu'ils avaient suffisamment de choses à lui reprocher pour ne pas résister à l'arrestation. Casanova devait passer une grande partie de sa vie en prison. Cependant, son avocat lui a proposé un choix qu'il ne pouvait pas refuser. Selon le rappeur, il risquait 25 ans de prison pour les 2 vols. Pour le second vol, il n'y avait pas beaucoup de preuves et il pourrait probablement s'en tirer. En revanche, s'il est reconnu coupable de l'autre vol, il risque d'être incarcéré pendant longtemps. Il convient de noter qu'à l'époque, la petite amie de Casanova était enceinte de sa fille. Il pouvait soit voir sa fille quand elle avait 8 ans, soit la voir quand elle allait se marier. Casanova n'a pas hésité. Il a accepté l'accord et a passé 8 ans en prison. La vie de Casanova en prison n'a pas été une promenade de santé. Le jeune homme de 19 ans a tout vu lorsqu'il était derrière les barreaux. Alors que la prison de New York était surnommée Gladiator School en raison de la dureté des conditions, Casanova n'avait pas l'impression que la prison méritait ce nom. Selon lui, il était déjà habitué à ce genre de vie. Il semblait que tout ce qu'il avait vécu pendant son adolescence l'avait préparé à cela. Il s'était tellement habitué à la vie en prison que cela ne le dérangeait pas. Il savait exactement comment agir et comment survivre en prison. L'une des choses qui a valu à la prison ce nom tristement célèbre est le nombre de coups de couteau que les détenus recevaient régulièrement. Bien que Casanova ait admis avoir été poignardé une fois au bras, il a également avoué avoir poignardé d'innombrables détenus. Lors d'une interview accordée à VLA TV, il a révélé qu'il avait donné à plusieurs détenus des billets de 50 $, bien qu'il n'ait été verbalisé qu'à 3 reprises. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le Buck 50 est une expression argotique utilisée en prison pour désigner une coupure au visage qui nécessite au moins 150 points de suture. Bien qu'il ait été un gangsta coriace de 19 ans en prison, il a vécu une expérience qui, selon ses propres termes, l'a brisé. Au cours de toutes ces années d'incarcération et de sortie de prison, il n'avait jamais vécu une telle expérience. On ne sait pas si cela l'a changé pour le meilleur ou si cela l'a rendu encore plus mauvais. Une chose est sûre, il n'a plus jamais été le même. Selon lui, il a été surpris en train de faire du boofing par un gardien de prison. Le boofing est le fait de se mettre de l'alcool ou des drogues psychoactives comme la cocaïne ou l'ecstasy dans le rectum. En prison, la punition pour cela est d'être envoyé au trou. Casanova a révélé qu'il était resté à l'isolement pendant près de 3 ans. Ce sont les années les plus dures qu'il a vécues en prison. Pendant cette période, le rappeur dit qu'il pleurait souvent et qu'il avait l'impression de devenir fou. Sa santé mentale a tellement souffert qu'il a été mis sous traitement. Pour ne rien arranger, on lui a refusé le droit de visite. Outre le fait qu'il a fini au trou, sa punition a également consisté à prolonger son séjour en prison de 6 ans à 7 ans et demi. Cependant, lorsqu'il a été libéré de Rikers Island, il n'a pas hésité à reprendre son ancienne vie. Heureusement, aucun de ses anciens amis n'était plus dans cette vie. Ayant vu leurs amis enfermés, ils avaient complètement abandonné la criminalité et étaient passés à autre chose. À cette époque, sa mère ne le traite plus comme un enfant et lui dit de trouver un emploi. Cela ne plaisait pas à Casanova et, comme aucun de ses anciens potes n'était prêt à braquer des magasins avec lui, il s'est tourné vers les jeux d'argent. Heureusement, il gagne presque tous les jours et commence à se remettre sur pied. Son succès sera de courte durée puisqu'il se retrouve à nouveau à Rikers Island, 2 mois seulement après avoir été libéré sur parole. Il est important de noter qu'il avait été arrêté pour un vol dans lequel il n'était pas impliqué. Lorsqu'il est retourné en prison, il a enfin pris conscience de la réalité de ce qu'il avait fait toute sa vie. Il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas être entouré de criminels. Il voulait une vie différente. Lorsqu'il a finalement été libéré, il a rapidement trouvé un emploi d'ouvrier du bâtiment au sein du syndicat local 79. Le travail dans la construction n'est pas vraiment le plus facile ni le mieux rémunéré qui soit. Casanova l'apprend rapidement et décide d'arrêter. Il se retrouve à nouveau dans la rue. Il ne veut pas retomber dans la criminalité, mais il veut gagner sa vie. Il s'est donc tourné vers ce que beaucoup de ses amis proches pensaient qu'il aurait dû faire, la musique. Mais il y avait un problème. Il ne connaissait absolument rien à la musique. Cependant, lorsqu'il s'est rendu à sa première séance de studio, ses étoiles ont semblé s'aligner parfaitement. Il a créé la chanson qui l'a propulsé sur la carte du hip-hop. Casanova a sorti sa chanson Don't Run en 2016 et a rapidement été diffusée sur les ondes. Alors que la plupart des rappeurs mettent des années à se faire remarquer, Casanova n'a fait du rap que pendant 5 mois avant d'être largement reconnu. Sa chanson lui a permis d'être découvert par Memphis Bleek, un autre rappeur et protégé de Jay-Z, par l'intermédiaire de son label, Warehouse Music Group, qui fait partie de Roc Nation, le label de Jay-Z. Son ascension fulgurante ne s'est pas arrêtée là. Puisqu'il a officiellement signé son contrat avec Warehouse Music Group en octobre 2016. L'année 2016 s'est avérée être son année, car il a continué à faire de grandes avancées commerciales et a créé sa propre société appelée 2X Entertainment. Il a même enregistré des disques avec des rappeurs célèbres tels que Tory Lanez, Chris Brown et Young M.A. Tout allait pour le mieux pour Casanova. Jusqu'au 1er décembre 2020, date à laquelle son monde s'est effondré.
Il a été pris dans une affaire RICO, un cauchemar pour quiconque est impliqué dans une activité de gang. La vie après le RICO. La carrière de Casanova dans le rap a connu un succès surprenant alors qu'il n'avait jamais pensé à la musique et qu'il ne connaissait rien à l'industrie musicale. En un an, il est passé du statut de chômeur sans ressources à celui de signataire d'un contrat avec Warehouse Music Group et à celui de créateur de sa propre entreprise. Mais comme le rappeur est en prison depuis plus de 2 ans, nous verrons qu'il n'a pas eu la vie facile, de nombreuses sources affirmant qu'il est victime de brimades en prison. Le 1er décembre 2020, la division new-yorkaise du FBI et le ministère de la Justice ont arrêté et inculpé 17 des 18 membres du gang sanguinaire intouchable Gorilla Stone Nation pour divers chefs d'accusation, dont le meurtre, les stupéfiants, les armes à feu et les délits de fraude. Casanova a été inculpé d'association de malfaiteurs en vue de commettre un racket, d'association de malfaiteurs en vue de distribuer des substances contrôlées et de possession d'une arme à feu dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Dans une déclaration à la presse, Audrey Strauss, procureur des États-Unis, a indiqué que les membres de Gorilla Stone ont commis de terribles actes de violence, se sont livrés à un trafic de stupéfiants et se sont même engagés dans une fraude éhontée en exploitant des programmes d'aide destinés à fournir une assistance en réponse à la pandémie de COVID-19. Il est choquant de constater que l'acte d'accusation, qui comporte 16 chefs d'accusation, inclut le meurtre d'un mineur. Le procureur a également noté qu'un mineur a été assassiné dans le cadre des activités du gang. Le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney Jr., a précisé et révélé que le mineur en question était âgé de 15 ans. Comme l'affirme l'acte d'accusation, la violence et les activités liées à la drogue commises par ces membres de gang ont menacé la sécurité de nos communautés et mis en danger des vies innocentes. Leur comportement criminel sans complexe, tel qu'il est allégué, inclut le meurtre d'un jeune de 15 ans et va même jusqu'à frauder des programmes destinés aux personnes souffrant de difficultés économiques en raison de la pandémie, a-t-il déclaré. Le meurtre de Jelani Jones, 15 ans, a eu lieu quelques mois avant l'inculpation du gang. Le 21 septembre, les policiers ont obtenu des images de vidéosurveillance du meurtre brutal de l'adolescent. On y voit le jeune homme marcher avec son vélo lorsqu'une personne vêtue de noir, le visage couvert, s'approche de lui et lui tire une balle dans la tête. Le tireur s'est ensuite retourné et a traversé la rue en courant. Jones a été transporté au Vassar Brothers Medical Center pour une blessure par balle à la tête, mais il a malheureusement succombé à ses blessures. Bien que Casanova n'ait rien à voir avec le meurtre, un membre de son gang a été fortement impliqué ce jour-là et a plus tard plaidé coupable pour le rôle qu'il a joué dans la mort de l'adolescent. Selon certaines sources, Brandon Soto, alias Stax, n'a pas appuyé sur la gâchette ce jour fatidique. Il a plutôt fourni une arme à feu à un mineur en ayant des raisons de croire que ce dernier commettrait un acte de violence. En outre, Stacky a accompagné le tireur, dont l'identité n'a pas été révélée puisqu'il était mineur, à Poughkeepsie ce jour-là, et s'est rendu complice de l'agression et du meurtre d'un mineur. Les autorités fédérales avaient de bonnes raisons de penser que l'assassinat de Jones s'inscrivait dans le cadre des activités criminelles du gang, ce qui a déclenché une enquête qui a fini par faire tomber l'intouchable Gorilla Stone Nation Blood Gang et montrer qu'il n'était pas vraiment intouchable. Il s'avère que Casanova ne pouvait pas vraiment rester à l'écart des activités criminelles. Avait-il oublié les horreurs qu'il avait vécues au trou à Rikers Island? Avait-il oublié qu'il avait promis de se tenir à l'écart des criminels après avoir été arrêté et incarcéré à tort pour un vol qu'il n'avait pas commis? Ou peut-être était-il en train de faire une déclaration dans ses interviews lorsqu'il a dit qu'il avait changé et qu'il ne voulait pas recommencer à commettre des braquages? Il s'avère qu'il n'a pas vraiment cessé d'être un criminel. La seule différence est que les crimes sont différents. Il était passé à la fraude et au trafic de drogue. Le gang opérait depuis au moins 10 ans. Il opérait dans 4 des 5 arrondissements de New York, à savoir Manhattan, le Bronx, le Queens et Brooklyn, ainsi que Westchester et certaines parties du nord de l'État de New York. Ce n'était pas la première fois que le gang avait des démêlés avec la justice. Apparemment, en 2015, la police a arrêté 17 membres présumés de l'intouchable Gorilla Stone Nation et de son sous-ensemble Blackstone Gorilla Gangstas, les accusant de comploter des actes de violence armée et de vendre du crack, de la cocaïne et de l'ecstasy dans Co-op City et Castle Hill dans le Bronx. Le 2 décembre, Casanova n'avait toujours pas été arrêté et était désormais considéré comme un fugitif. Les autorités fédérales ont envoyé un tweet et joint sa photo pour informer le public qu'elles recherchaient le rappeur dans le cadre de cette affaire. Nous sommes toujours à la recherche de Caswell Senior, alias Casanova, dans le cadre de cette affaire, peut-on lire dans le tweet. S'apprêtait-il à faire un coup à la Takei et à s'enfuir? Casanova le savait mieux que cela puisqu'il s'est rendu le jour même. Dans une vidéo postée par la femme de Casanova, Swaggy Jazzy, sur Instagram quelques instants avant de se rendre aux autorités, le rappeur fume une cigarette tout en assurant à sa femme qu'il la reverra bientôt. Dans la légende, Swaggy a maintenu l'innocence de son mari en disant « Ne croyez pas tout ce que vous voyez, mon mari est innocent jusqu'à preuve du contraire. Souvenez-vous toujours de cela et nous allons nous battre pour sa liberté. » Le rappeur a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui.
Son avocat a déclaré à la presse « Il nie toutes les accusations dans la mesure où nous pouvons même les comprendre. Voilà un homme qui s'est rendu dans une affaire pour laquelle il risque la prison à vie, ce qui correspond à l'acte d'un homme innocent. » Son avocat a également précisé que M. Casanova n'avait jamais envisagé de s'enfuir et qu'il comptait se conformer à la loi. Dès le moment où M. Caswell a été informé de cet acte d'accusation et de la gravité des charges, il avait la ferme intention de se rendre volontairement aux autorités. Il n'a jamais été en fuite. Tout ce qu'il voulait, c'était se rendre pacifiquement. Il respecte le processus judiciaire et est persuadé qu'il sera innocenté. Le mois suivant son arrestation, l'avocat de Casanova a présenté une offre à un juge dans l'espoir de faire sortir la star du rap de la prison du comté de Westchester. Il a proposé de verser un total de 2,5 millions de dollars dans le cadre du programme de cautionnement de son client. Le rappeur était également prêt à se soumettre à une détention à domicile, à des restrictions géographiques sur ses déplacements, à une surveillance électronique et à la remise de son passeport. D'autre part, l'accusation a désespérément tenté de présenter Casanova comme le chef du gang. Elle a présenté le rappeur comme un chef à part entière et engagé du gang, et a affirmé qu'il y avait des preuves flagrantes d'armes à feu, de drogue et de violence l'impliquant de manière centrale. L'accusation a examiné minutieusement ses comptes de médias sociaux pour tenter de trouver des preuves contre lui. Il est intéressant de noter que le compte de Casanova a été supprimé au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait. Bien qu'il soit incroyablement troublant que le défendeur ait utilisé son profil Instagram, désormais supprimé, et sa plateforme pour promouvoir sans vergogne un gang de rue violent, sa participation à l'entreprise intouchable Gorilla Stone Nation était bien plus profonde que cela. Jusqu'à son arrestation, l'accusé était au cœur des activités dangereuses et illicites de Gorilla Stone. Peut-on lire dans un rapport des procureurs. Dans certaines des vidéos présentées par les procureurs, on voit Casanova s'adonner de manière flagrante au trafic de drogue, entouré de sacs de marijuana de marque. Selon les procureurs, Casanova soutenait le chef du gang, Dwight Reid alias Dick Wolf et Gorilla Nation, en utilisant les revenus de sa carrière de rappeur. Il aurait également organisé et géré les réunions du gang en tant qu'intendant et chef de l'organisation violente. Apparemment, les autorités fédérales avaient installé des écoutes téléphoniques dans le centre correctionnel d'Auburn afin d'écouter les visites de Dwight Reid alias et d'autres membres du gang. Au cours de l'une de ces visites, un co-accusé, Walter Luster alias Shells, a raconté à Reid comment Casanova avait accidentellement tiré avec une arme à feu au cours d'une partie de poker à New York. Luster aurait déclaré que Casanova portait toujours une arme dans la rue. Les conversations de Casanova avec Reid ont également été enregistrées. Un juge fédéral de Manhattan a décidé qu'en raison des antécédents criminels du rappeur et des preuves dont il disposait, lui accorder une libération sous caution représentait un trop grand risque. Il a qualifié Casanova de danger pour la communauté et lui a refusé la liberté sous caution. Il a également noté que, puisque ses associés commettaient des actes violents, Casanova pouvait facilement faire son sale boulot sans s'impliquer personnellement. Le fait que la violence semble être perpétuée par des associés de M. Senior, il est plausible d'interpréter cela comme une preuve. M. Senior n'a pas à se salir les mains, a déclaré le juge en rendant son jugement. Pendant tout ce temps, le rappeur semblait être de bonne humeur derrière les barreaux, puisqu'il a posté une photo de lui en prison lors d'un appel vidéo avec ses enfants. Tous les problèmes de ma vie ont une solution simple. Un câlin de mes enfants. Vous me manquez tous. À bientôt, peut-on lire dans le tweet. Le rappeur a tenté une seconde fois de sortir de prison sous caution et, cette fois, les procureurs ont utilisé un extrait d'une interview avec Nick Cannon où il affirmait qu'il était still ape. Si à l'époque, cette déclaration semblait assez inoffensive, elle s'est avérée être ce dont les procureurs avaient besoin pour prouver que K était toujours affilié à son ancienne équipe et qu'il n'était pas simplement un ambassadeur de la célébrité. Les procureurs citent également un SMS privé dans lequel le rappeur aurait dit « Je suis sous les ordres de Dick Wolf, le parrain de tous les singes », ce qui, selon eux, prouve son rôle de premier plan dans l'organisation criminelle. Casanova semblait être son propre pire ennemi, car l'accusation le mettait en échec en utilisant ses propres posts Instagram. Il était tombé dans la malédiction qui a frappé de nombreux rappeurs derrière les barreaux, la malédiction de l'autosabotage. La pression commençait à monter avec l'accumulation de preuves contre le rappeur. Cela se voyait dans les tweets qu'il publiait. Avant que sa deuxième tentative de libération sous caution ne soit refusée, il envoyait des tweets positifs montrant qu'il était de bonne humeur. Le 2 mars, il a tweeté « Je me suis toujours dit que je ne retournerai jamais en prison. Comme je suis innocent, je me suis rendu. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à ma place ?» Cependant, après que la libération sous caution lui a été refusée une seconde fois, le ton de ses messages sur les réseaux sociaux a changé. Comme vous le savez déjà, je fais face à de graves accusations en ce moment, mais je suis innocent. C'est la première chose. Deuxièmement, je me suis battu toute ma vie, alors je m'en sortirai. Mais comprenez comment ils peuvent vous bloquer, a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram. Il a ensuite publié un tweet montrant qu'il n'était manifestement pas satisfait de sa situation. Si tu ne m'envoies pas d'argent ou ne prends pas de nouvelles de moi et que tu es censé être mon homme, suce ma bite.
Et ça vaut pour tout le monde, peut-on lire dans le tweet. Les spéculations allèrent bon train sur le fait que cela signifiait qu'il allait dénoncer ses amis. Il est important de noter que lorsqu'il était en liberté, il a mentionné que si quelqu'un avait été arrêté par les autorités fédérales et qu'il était millionnaire, il y avait de fortes chances qu'il moucharde pour être libéré. Selon les fans de hip-hop, ce n'était qu'une question de temps avant que le rappeur ne vende les membres de son gang. Et plus Casanova publiait sur son Twitter, plus les gens savaient qu'il était sur le point de devenir une balance. En juillet, il a tweeté « Les gens n'abandonnent pas les personnes qu'ils aiment, ils abandonnent les personnes qu'ils utilisaient. J'espère que ça ne vous passe pas au-dessus de la tête. » Au début du mois, un homme nommé Stephen Chino Hughes, qui faisait partie du gang du rappeur, a décidé de plaider coupable d'avoir orchestré une fusillade contre des membres de gangs rivaux à New Rochelle. Alors que Hughes encourait une peine minimale obligatoire de 25 ans de prison, il a décidé de ne pas jeter les dés. Cette décision a pu froisser Casanova. Il a pu y voir une trahison et a décidé de faire connaître sa position sur la coopération avec les autorités fédérales. Les choses ont continué à aller de mal en pis car un autre membre de l'acte d'accusation, Brandon Intouchable Neves, a lui aussi accepté de plaider coupable en septembre. Neves aurait été filmé sur écoute avec 2 autres membres des Gorilla Stone qui complotaient pour poignarder toute personne, enfreignant les règles pendant son incarcération. Il était déjà en probation depuis 2015 pour avoir ordonné une agression au nom de Gorilla Stone. À ce moment-là, Casanova a semblé en avoir assez et s'est rendu sur Twitter pour exprimer ses frustrations. Certains d'entre vous pensent que s'accrocher nous rend fort, mais parfois il faut savoir lâcher prise. J'espère que ça ne vous passera pas au-dessus de la tête. Il s'est également rendu sur son Instagram pour demander de l'aide à ses fans et à ses très importants amis. Pour le rappeur, c'est la fin de la route. Il a affirmé avoir utilisé une grande partie de ses ressources pour payer les frais de justice, ce qui laisse présager des difficultés financières. Ceci est une annonce de service public pour tous mes fans et mes amis très importants. J'ai été incarcéré pendant près d'1 an, j'ai épuisé tous les recours et j'ai dépensé une somme importante en frais de justice pour prouver mon innocence. Les accusations portées contre moi sont fausses, elles ne représentent ni ne reflètent la personne que je suis, peut-on lire dans la légende. Il a également déclaré qu'il se sentait vaincu car, selon lui, les autorités fédérales utilisaient ses antécédents criminels pour le crucifier au tribunal. En novembre, le rappeur s'est rendu sur Instagram pour partager ses pires craintes avec ses fans. Il pensait qu'il mourrait en prison tout en avertissant les jeunes de ne pas s'y aventurer. « Je pourrais mourir ici, mais souvenez-vous toujours de ce qui est gangsta, parce que cette merde de prison n'est pas gangsta du tout. J'espère que vous, les jeunes négros, vous vous en sortirez », peut-on lire dans la légende. Le regret était visible dans le message. Il semblait enfin se rendre compte qu'il avait quelque chose de bien et qu'il l'avait gâché. Tout le monde l'avait abandonné et il était revenu à l'endroit qu'il avait autrefois brisé. Les membres de son gang obtenaient des accords de plaidoyer, ce qui le rendait encore plus coupable. Même lui, un homme qui avait autrefois qualifié d'amusant le fait de s'attirer des ennuis, avait ses limites. C'est ce qu'il a fait. Après que 12 membres de son gang eurent conclu un accord, il décida que c'en était assez. Il ne servait à rien de jouer les durs. Il savait qu'il était cuit. Bien qu'il ait d'abord plaidé non coupable, le rappeur a ensuite changé d'avis. Le 11 mai 2022, Casanova a suivi les traces de 12 autres membres de gang et a plaidé coupable d'infractions liées aux rackets et aux stupéfiants. Il a admis avoir participé à l'assassinat d'un homme lors d'une fête en Floride pour une dispute de jeu en juillet 2020, à un vol à NYC en août 2018 et à un complot pour le trafic de plus de 100 kg d'herbe. C'est là que sont apparues des informations faisant état de brimades de la part des autorités. Dans les jours qui ont suivi son plaidoyer de culpabilité, il a partagé sur sa story Instagram la façon dont il était traité derrière les barreaux. Selon lui, les autorités l'ont maintenu à l'isolement pendant 4 mois pour l'obliger à accepter l'accord. Le système est fou. Ils m'ont gardé dans le box pendant 4 mois sans raison. Probablement pour que je puisse plaider cette cause, peut-on lire dans le message. Est-ce qu'il disait la vérité ou est-ce qu'il se contentait de faire du capping pour conserver son statut de gangsta? Nous ne le saurons peut-être jamais. Cependant, il semble avoir perdu ce statut après avoir renoncé à son association avec le gang. Selon des documents judiciaires, le rappeur a renoncé entièrement à ses liens avec les Bloods de la Gorilla Stone Nation et a promis de continuer à s'exprimer contre la vie des gangs dans une lettre émouvante adressée au juge alors qu'il tentait d'obtenir une peine plus clémente. Cependant, quelques jours seulement après la publication de cette nouvelle, le rappeur a été impliqué dans un incident où il a été poignardé alors qu'il était en prison. Selon des rapports internes émanant d'agents pénitentiaires, le détenu en question lui a asséné un coup de lame sur le visage. Les agents pénitentiaires ont indiqué que le rappeur avait ensuite poursuivi l'agresseur avec d'autres détenus et qu'il avait riposté en coupant le visage du détenu à plusieurs reprises. Malgré tout, il y a une bonne nouvelle pour le rappeur. Après avoir passé plus de 2 ans en prison dans l'attente de sa condamnation, il a finalement connu son sort le 27 juin. Alors qu'il risquait jusqu'à 60 ans de prison, il a été condamné à 188 mois, soit moins de 16 ans derrière les barreaux. D'autres bonnes nouvelles ont suivi.
Sa femme a posté des messages sur Instagram dans lesquels elle promettait de rester à ses côtés pendant qu'il purgeait sa peine. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.